Elle beurrait sa tartine comme si elle peignait une toile. Des gestes prudents, délicats, sans même un regard dans ma direction. Et puis, sans même s'éclaircir la gorge, elle a prononcé la phrase qui a fendu net les 28 dernières années de ma vie. Je vais emménager avec Denis. Pas de préambule, pas de remords, juste du pain grillé, de la marmelade et un couteau qui tranche dans la routine comme si elle ne signifiait rien. J'ai levé les yeux de mes œufs, encore à moitié dans la bouche. Le jaune a éclaté, étalant un fin film jaune sur mon assiette. Denis, ai-je répété lentement, juste pour goûter les syllabes. Ton patron. Elle n'a pas bronché. Bon, techniquement, il est vice-président maintenant. Il a été promu la semaine dernière. Je ne voulais pas te le dire tant que ce n'était pas certain. Elle a posé le couteau avec une précision chirurgicale, puis a attrapé son café. Ses ongles étaient fraîchement faits. Rouge, trop rouge pour un jeudi matin. Son rouge à lèvres était assorti. Trop d'efforts pour quelqu'un qui prétendait qu'elle allait juste au bureau. Je l'avais remarqué plus tôt. Je l'avais mis de côté. Présentement, ça avait du sens. Je vois. C'est tout ce que je lui ai dit. 2 mots, pas une malédiction, pas un cri, même pas un sourcil levé. J'ai juste poussé légèrement mon assiette en avant et je me suis adossé à ma chaise, l'observant comme une exposition curieuse. Elle a attendu, s'attendait à quelque chose de plus. Du feu. Peut-être des larmes. Idéalement une scène pour valider son drame. Mais je ne lui ai pas offert ça. Tu ne vas rien dire, demanda-t-elle, son ton aiguisé par la confusion. Ce sourire suffisant qui s'était glissé sur le coin de sa bouche a commencé à trembler. Les coins frémissaient. Toujours là, mais instable. Tu as fait ton choix, ai-je dit. Je respecte ça. Elle a ricané. Ricané comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Oh, Harold, soupira-t-elle, se levant et balayant des miettes inexistantes de son chemisier. Tu as toujours été si posé. C'est une partie du problème, en fait. Toujours à jouer les rocs. Jamais passionné. Jamais audacieux. La vie est trop courte pour le confort. C'est ça que Denis t'apporte? De la passion. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Il me fait me sentir vivante. Ce que tu n'as pas fait depuis des années. Ça m'a piqué. Pas parce que c'était vrai. Bon sang, elle et moi n'avions pas été proches depuis 10 ans, mais parce qu'elle l'a dit avec une telle assurance suffisante, comme si elle venait de lâcher une vérité poétique, ignorant qu'elle citait un roman de poche à rabais vendu près des toilettes de l'aéroport. J'ai souri alors, juste un peu. Le genre de sourire que tu donnes quand tu sais qu'une tempête arrive et que quelqu'un d'autre vient de jeter son parapluie. Elle a confondu ça avec de la douleur. Son sourire narquois est revenu. Je passerai ce week-end pour récupérer mes affaires, dit-elle, vérifiant déjà son téléphone. Ne rends pas ça difficile, d'accord? Restons civilisés. Bien sûr. Oh, et ne m'appelle pas. Je pense qu'il vaut mieux qu'on passe à autre chose. Entendu, dis-je en me levant et en attrapant ma veste. J'espère que Denis aime la marmelade. Elle s'arrêta, les sourcils froncés. Quoi? Rien, dis-je en me dirigeant vers le garage. Juste curieux de savoir combien de temps il lui faudra pour remarquer que tu n'achètes jamais le même pot 2 fois. C'est toujours une question de variété avec toi. Elle cligna des yeux. Pendant une fraction de seconde, son sourire vacilla à nouveau. Elle ouvrit la bouche, probablement pour rétorquer, mais je m'éloignais déjà. Derrière moi, j'ai entendu le cliquetis de sa tasse qui heurtait l'évier un peu trop fort. Dans le garage, je suis resté assis dans le pick-up un instant avant de tourner la clé de contact. Je ne ressentais pas de colère. Pas encore, juste un calme plat. Comme si quelque chose d'ancien s'était déplacé en moi, comme un engrenage qui n'avait pas bougé depuis des années venait de se remettre en place. Son départ n'était pas l'effondrement. Elle pensait que ça l'était, c'était la liquidation avant une grande réouverture. La partie avec laquelle les éléments morts sont éliminés et où quelque chose de plus mince, de plus méchant et d'infiniment plus concentré s'élève à sa place. Elle pensait que j'allais supplier. C'était sa première erreur. Elle pensait me connaître. C'était sa deuxième. Et alors que je reculais dans l'allée et que je regardais sa silhouette à travers la fenêtre de la cuisine, j'ai eu la première pensée claire que j'avais eue depuis des années. Que les jeux commencent. Le lendemain matin, à mon retour de la quincaillerie, le salon ressemblait à une scène de crime.
Seul le sang était remplacé par des cadres vides et l'écho creux de l'absence. Elle avait pris la moitié de tout. Pas la moitié sentimentale, attention, celle-ci restait derrière comme une provocation. Notre photo de mariage était toujours sur la cheminée, mais le cadre en argent que sa mère nous avait offert avait disparu. Elle a laissé le canapé, mais a pris les coussins, a gardé le cadre de lit, mais l'a dépouillé. Ce n'était pas une division. C'était une guerre psychologique. Et le mot qu'elle a laissé, je ne voulais pas me disputer. J'ai pris seulement ce que j'ai apporté. Monsieur Margaret n'a jamais apporté un foutu fauteuil inclinable. C'était un cadeau de la fête des pères pour mon fils. Elle n'a pas acheté la table basse. C'était un projet de week-end que j'ai construit lors d'une de ses retraites spa. Et le mixeur. Elle n'avait pas cuisiné un repas dans cette maison depuis 3 ans. J'ai trouvé ma canne à pêche préférée appuyée contre la porte arrière. Cassée net en deux. Accident, j'en suis sûr. À midi, la nouvelle s'était répandue. Le réseau de rumeurs de Maléon se déplaçait plus vite que le haut débit. Je suis passé à la quincaillerie de Jensen et le vendeur m'a regardé comme si on venait de me diagnostiquer une maladie. Il ne m'a pas demandé comment j'allais, il a juste dit « c'est dur, mec ». Et il m'a tendu mon diluant à peinture sans me regarder dans les yeux. À l'épicerie, Madame Leary, du bout de la rue, a accidentellement laissé son chariot bloquer mon allée 2 fois. Je la connaissais depuis 20 ans maintenant. J'étais radioactif, comme si le chagrin d'amour était contagieux. Ce qui me piquait le plus, ce n'était pas le silence. C'étaient les regards en coin, les demi-sourires, les nœuds de pitié. À 17h30 pétante, je suis allé chez Ali pour boire une bière. Je n'y avais pas mis les pieds depuis presque 1 an. J'étais un habitué quand j'étais plus jeune, avant que Margaret ne commence à utiliser l'expression « ce n'est plus ton truc ». Tony était toujours derrière le bar, versant toujours des pintes comme si le temps ne l'avait pas touché. Il s'est essuyé les mains sur une serviette et a dit « Eh bien, je suis damné. Regardez qui le chat a traîné ici. » « Ouais, ai-je murmuré. Le chat a pris la moitié de la maison et a laissé le reste en guise d'avertissement. Il m'a glissé un verre avant que je ne demande. C'est la maison qui offre. Attention, ai-je dit. Tu vas te faire étiqueter comme complice. Il a ri, mais ses yeux me scrutaient, faisant l'inventaire, mesurant les dégâts. Tu vas bien, a-t-il demandé après un moment. Toujours. C'est à ce moment-là que Frank s'est glissé sur le tabouret à côté de moi. Un vieil ami. Nous avons travaillé ensemble en 92, avant que je ne gravisse les échelons de l'entreprise et qu'il ne glisse le long à la vitesse de l'éclair. Toujours le théoricien du complot, toujours le buveur, mais vif d'esprit sous tout ce sarcasme. Il a incliné la tête et m'a regardé en plissant les yeux. Alors, les anges ont pris la poudre d'escampette, hein. On dirait bien. Il a bu une gorgée de sa bière, a hoché la tête. Tu te souviens de ce que tu disais constamment. Illumine-moi. Tu m'as constamment dit que tu n'avais pas besoin de travailler à ton compte, que tu aimais la structure, que la sécurité d'un chèque de paie était une liberté suffisante. J'ai ri amèrement, ça sonnait pourtant noble à l'époque. Pas noble, calculé. Ça m'a fait faire une pause. Il a tapoté le côté de son verre. Mais maintenant, tu demandes à un groupe d'archers indirects. Dan Archer, ce n'est pas Harold, le comportement stable. C'est Harold, l'agent dormant, qui se réveille après une longue sieste. Je me suis tourné vers lui. Comment tu sais ça? Il a souri. Les nouvelles voyagent. Plus vite que le vous transportez de ton ex-femme. J'ai regardé la mousse dans ma bière. Frank ne le savait pas, mais il venait de dire quelque chose qui m'a secoué. J'avais toujours dit que je ne voulais pas diriger mon propre spectacle. Que c'était trop de stress, trop d'incertitude. Mais peut-être que c'était le mensonge que je me racontais parce que j'avais quelque chose à perdre. Une vie que j'avais peur de bouleverser. Non. Présentement, la boule à neige avait déjà été lancée. Sur le manteau de la cheminée. Dis-moi quelque chose, Frank, dis-je en finissant ma pinte. Tu penses qu'un homme peut oublier qui il est vraiment jusqu'à ce que quelqu'un le lui rappelle brutalement? Frank alluma une cigarette. Malgré cette apparence, pas oublié, dit-il en tirant lentement une bouffée. Juste le ranger comme un testament. Tu ne l'ouvres que quand tu es bon pour l'enterrement. Dehors, le ciel s'était assombri tôt. La pluie arrivait. J'ai payé ma bière quand même, glissé un billet de 20 sous le verre et fait un signe de tête à Tony.
En sortant, j'ai croisé un couple qui chuchotait à la table du coin. La femme portait un foulard qui avait appartenu à Margaret. L'homme avait l'air nerveux, comme si j'allais donner un coup de poing. Je ne l'ai pas fait. J'avais quelque chose de mieux que la colère maintenant. J'avais des questions, et une boîte métallique verrouillée dans le grenier que je n'avais pas touché depuis le gouvernement de Bush. Le grenier était exactement comme je l'avais laissé. Un cimetière de vie à moitié vécue recouvrait chaque surface comme un avertissement. L'ampoule du plafond a clignoté une fois, puis a rendu l'âme. J'ai travaillé à la lampe de poche. Derrière les bacs de vieilles décorations de Noël et le tapis de yoga de Margaret, qu'elle n'a jamais déroulé. Elle était là, la boîte, grise, lourde, verrouillée. J'ai dû la forcer avec un tournevis plat et une sorte de détermination obstinée que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le métal a gémi comme s'il ne voulait pas qu'on se souvienne de lui. À l'intérieur, tout était là. Mes empreintes digitales sur une vie que j'ai enterrée il y a 17 ans. 3 dossiers, 2 carnets et une clé USB. Cette fichue clé USB. Je la gardais dans mon tiroir à chaussettes comme si c'était les codes nucléaires. Margaret m'a fait la monter ici quand on a fait du rangement. Elle disait que je m'accrochais à un poids mort. Elle n'en avait aucune idée. Le premier dossier était intitulé « Algorithme de routage propriétaire ». Des pages et des pages de schémas de code. Des organigrammes de logistique. Mon écriture dans les marges. Mes initiales sur le projet de dépôt de brevet. Deuxième dossier. Accord avec les fournisseurs. Archer Group. Ce nom m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Archer Group. Je n'avais pas pensé à Dan Archer depuis plus de 10 ans. Nous avons démarré l'entreprise dans un bureau de 2 pièces derrière un centre commercial avant que Dan ne se marie bien, et que je choisisse la stabilité plutôt que l'ambition. Le troisième dossier avait une seule étiquette griffonnée en majuscule. Peut-être jamais. Je l'ai ouvert comme si j'ouvrais un cercueil. À l'intérieur. Des ébauches de propositions de fusion, des lettres d'investisseurs potentiels que nous n'avons jamais suivies, et un post-it jaune collé sur une chaîne de mail imprimée qui disait « Si jamais on revient sur ça, rappelez-vous qui possède les putains de maths. » C'est vrai. J'ai écrit le logiciel de routage. Dan a monté l'équipe de vente. J'étais le moteur. Il était le visage. Nous nous sommes serrés la main quand j'ai encaissé mon chèque. À l'époque où Margaret et moi essayions d'avoir notre deuxième enfant, à l'époque où je pensais que la prévisibilité était la même chose que la paix. J'ai baissé les yeux sur ce post-it et quelque chose d'ancien en moi a grogné. J'ai pris la clé USB et je l'ai glissée dans mon ordinateur portable. Elle fonctionnait encore, était toujours cryptée. Le mot de passe était le nom de mon vieux chien, Rust. C'est drôle comme le cerveau se souvient de choses qu'on jurerait avoir oubliées. L'écran s'est illuminé avec des fichiers, des noms, des chiffres, des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis que Bush était encore au pouvoir. Mais ce n'était pas de la nostalgie. C'était de la reconnaissance. J'ai ouvert une feuille de calcul intitulée « Carte de chaleur de la fidélisation de la clientèle ». Il m'a fallu une minute pour comprendre ce que je regardais. C'était en avance sur son temps et c'était à moi. Dan n'avait pas seulement utilisé les idées. Il a bâti toute son entreprise sur elles. Et si la société de logistique de Denny utilisait toujours Archer comme sous-traitant, ce que j'avais entendu hier soir de la bouche de Frank, alors la carte que je regardais était plus que de la nostalgie. C'était un moyen de pression. Je me suis assis dans le grenier avec la pluie qui tambourinait sur le toit comme des tambours de guerre et j'ai regardé le seul dossier que je n'avais pas encore ouvert, celui étiqueté et déploiement des capitaux propres des parties prenantes version 1.1. Il montrait la répartition initiale de la propriété, 60% Dan, 40% moi. Il n'y a jamais eu de deuxième version. Mon téléphone était posé à côté de moi, toujours branché au mur. Je l'avais ignoré pendant la majeure partie de la semaine. Pas encore de messages vocaux de Margaret. Elle supposait probablement que je léchais mes blessures, peut-être en buvant du whisky bon marché devant la télévision de jour. Au lieu de cela, j'ai ouvert la liste des contacts, j'ai fait défiler jusqu'à Dan Archer, et pendant une seconde, je suis resté là, hésitant. Le numéro avait 17 ans. Il pouvait être mort. C'était sûrement une pizzeria maintenant. Mais j'ai quand même appuyé sur appel. Une sonnerie, 2, puis un clic. Allô. La voix était plus âgée, plus rauque, mais c'était toujours lui. Je n'ai pas dit mon nom, juste 6 mots. Dan Archer est-il toujours en affaires?
Silence. Alors, qui est à l'appareil? J'ai souri. Appelons ça un fantôme d'opportunité. Clic, j'ai refermé la boîte, essuyé la poussière de mes mains et je suis descendu. Non pas avec la démarche d'un homme que sa femme vient de quitter, mais avec la démarche d'un homme qui vient de trouver l'étincelle qui va embraser une très longue et très sèche traînée de poudre. Dan Archer ressemblait à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 3 ans et qui s'était fait une raison. Des cheveux plus fins, des yeux enfoncés, un costume démodé depuis une décennie. Le genre d'homme qui savait autrefois comment commander une pièce et qui essaie maintenant juste d'y survivre. Le bureau était plus petit que je ne l'avais imaginé. Pas la forteresse de verre et d'acier que je me souvenais avoir vue dans les revues spécialisées à l'époque. Non, c'était un bureau au 3e étage, au-dessus d'un magasin de cigarettes électroniques. La moitié des luminaires étaient cassés. Le bureau de la réception était désert. Une fougère dans le coin était morte depuis assez longtemps pour se fossiliser. Il a ouvert la porte de la salle de conférence et s'est arrêté, les yeux me scrutant avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. « Nom de Dieu !» a-t-il murmuré. « Harold Simmons, toujours vivant ?» ai-je dit. « On dirait que tu as mieux vieilli que ce bâtiment. » Il a ri, d'un rire sec et amer. « Eh bien, le bâtiment n'a pas tout misé sur un modèle de suivi de flotte propriétaire qu'Amazon a décidé de reproduire et d'offrir gratuitement. Il m'a fait signe de m'asseoir, mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. » L'air sentait la vieille ambition et l'encre d'imprimante. « J'ai entendu dire qu'Archer Group traversait une mauvaise passe, » ai-je dit. « C'est la version polie. » Il a versé 2 doigts d'un liquide brun dans un verre et l'a avalé d'un trait. « N'est pas proposé de m'en donner. » Assez juste. J'ai mal interprété le marché, a-t-il poursuivi, en fixant le mur comme s'il lui devait des excuses. Trop tard. On s'est fait absorber, Harold. Pas officiellement, mais spirituellement. La moitié de nos clients sont partis. Ceux qui sont restés paient à peine. Denny Carroll, ai-je dit. Sa posture s'est immédiatement raidie. Bingo. Ouais, lui, a-t-il dit, en passant une main sur son visage. C'était juste un de nos clients de niveau intermédiaire. Maintenant, on gère essentiellement toute leur logistique interne tout en faisant semblant d'être indépendant. Faire paraissant que Denny n'aime pas les sous-traitants qui ont l'air trop désespérés. Ça rend son conseil d'administration nerveux. J'ai sorti une feuille de papier de mon dossier et l'ai glissée sur la table. Ses yeux se sont baissés et j'ai vu la couleur disparaître de son visage. C'était le schéma de routage original. Mon code, ma signature, l'ADN de toute la structure d'Archer. Vous utilisez mon travail depuis tout ce temps, ai-je dit calmement. Vous ne l'avez jamais complètement réécrit, n'est-ce pas? Il avait l'air de vouloir mentir, mais il a juste soupiré. Nous avons mis à jour l'interface utilisateur. Mais c'est toujours ton moteur? Je me suis assis lentement, les mains croisées. Je ne suis pas là pour vous poursuivre, Dan. Je suis là pour vous lancer une bouée de sauvetage. Cela a attiré son attention. Quel genre de bouée de sauvetage? Le genre qui vous sort de l'ombre de Denny. J'injecterai des capitaux, assainirai vos comptes, rétablirai votre autonomie, et en échange. A-t-il demandé, connaissant déjà la réponse? Je veux une participation majoritaire, la pleine autorité exécutive. Vous restez comme figure de proue si vous le souhaitez, mais c'est moi qui prends les décisions. Dan ressemblait à un homme à qui l'on tendait une bouée de sauvetage faite de chaînes. Soulagement et crainte à parts égales. Tu as toujours dit que tu étais aidé. Il n'avait pas envie de diriger sa propre boutique, dit-il avec prudence. Je me suis penché en avant. C'était avant que quelqu'un ne prenne mon silence pour un abandon. Il n'a pas posé de questions sur Margaret. Pas besoin. Les hommes comme Dan reconnaissaient une posture de vengeance quand ils en voyaient une. Il prit une autre gorgée. Plus lentement cette fois. Combien? Demanda-t-il. J'ai annoncé le chiffre. Il siffla doucement. Vous avez ce genre de liquidité qui traîne? J'ai ce genre de crédit. Je vais agir vite. Mon avocat a déjà rédigé une proposition de modalité. Je lui ai tendu un dossier rouge portant l'inscription proposition d'acquisition AG. Il l'ouvrit, les yeux s'écarquillant légèrement en le parcourant. Putain, marmonna-t-il. C'est agressif. Je ne fais plus d'atterrissage en douceur. Dan me fixa longuement, puis regarda autour de son bureau comme s'il le voyait pour la première fois.
Ses yeux se posèrent sur une photo encadrée. Lui, son ex-femme, 2 enfants depuis longtemps adultes. Une époque où ce bâtiment vibrait d'optimisme. Maintenant, il était juste hanté. Il sortit un stylo de sa poche. L'encre sécha à 16h47. À 17h12, j'étais de retour dans mon camion avec une copie des documents sur le siège passager et les mots de passe principaux d'Archer Group sur un post-it dans mon portefeuille. Denis ne le savait pas encore, mais un fantôme venait d'acheter son rythme cardiaque. Et je n'avais pas fini. Loin de là. Lundi matin, j'avais un accès administrateur complet au système d'Orso d'Archer, et Denis ne savait même pas qu'il avait laissé la porte ouverte. L'ironie était presque insultante. Il avait tellement confiance dans l'ancienne infrastructure d'Archer qu'il n'a jamais pris la peine de vérifier qui la possédait réellement. Présentement, je me faisais discret, je ne touchais pas aux interfaces côté client, je n'alertais pas les développeurs. Je n'étais pas intéressé à soulever la poussière. J'étais intéressé par les schémas. Discret, laid. La première chose que j'ai remarqué, des factures, des dizaines, certaines tamponnées payées, d'autres marquées en attente, mais toutes erronées. L'entreprise de Denis avait facturé 2 fois les fournisseurs. Des frais d'expédition qui n'avaient aucun sens logistique, des frais de recherche de carburant pour les camions électriques et le pire de tous, 2 contrats avec des sociétés écrans, dont l'une remontait à une case postale à Las Vegas enregistrée au nom de Descartons Holdings. Créatif, presque intelligent, mais pas tout à fait. J'ai signalé les documents, créé une base de données miroir privée, le genre qui n'apparaît pas dans les pistes d'audit, un travail discret, chirurgical. J'ai passé 3 nuits d'affilée à éplucher des contrats à la table de la cuisine, éclairés seulement par une seule lampe de bureau et le doux ronronnement ridicule du chat que Margaret avait laissé derrière elle. Chaque signal d'alarme que je trouvais était un autre os sur le tas. Retard de paiement à Archer, surfacturation répercutée sur les clients, honoraires de consultation gonflés ne profitant à personne. Et pourtant, Denis continuait de publier des selfies sur son yacht avec des hashtags comme #le grand ne s'arrête jamais. Margaret s'était installée avec un escroc portant une Rolex et appelant ça de l'ambition. Je n'ai pas planifié de vengeance. C'est le genre de choses que font les hommes en colère. Non, ce que j'ai construit était plus froid, plus discret et beaucoup plus efficace. J'ai d'abord appelé Marissa Calomel, une avocate spécialisée en droit des sociétés que j'avais rencontrée il y a 10 ans lors d'une conférence de vente. Elle se souvenait de moi, m'a dit qu'elle avait entendu des rumeurs. J'ai besoin de rédiger une clause d'examen silencieux pour une option hostile, ai-je dit. Elle a fait une pause. Et qui ciblons-nous? Juste un vice-président avec de mauvaises compétences en mathématiques et trop d'eau de Cologne. Ensuite, j'ai appelé quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 2006. Victor Lynn, ancien militaire, maintenant détective privé spécialisé dans le renseignement économique. Le genre de type qui a un jour déterré les comptes offshore d'un PDG en faisant de la rétro-ingénierie sur l'arrière-plan d'une photo de vacances. Il a répondu après une seule sonnerie. J'ai besoin de tout sur Denis Carroll. Ai-je dit, professionnel, personnel, en particulier l'immobilier et les filiales. Il y a eu un clic, puis une pause. C'est personnel ou professionnel? Oui. Je lui ai donné accès à la base de données miroir, un acompte prépayé et le feu vert pour se salir les mains. Pendant que Victor travaillait dans l'ombre, je me suis mis au travail sur le portefeuille de clients d'Archer. J'ai commencé à contacter d'anciens partenaires que Denis avait lésés, de petites entreprises qui ne juraient que par lui auparavant, mais qui avaient discrètement levé l'ancre. Je leur ai dit qu'Archer était sous une nouvelle direction. J'ai offert des réductions, de meilleures conditions et, surtout, de la transparence. En 48 heures, j'avais obtenu des entretiens préliminaires avec 2 responsables de la logistique qui cherchaient une porte de sortie au système de fournisseurs privilégiés de Denis. Ils n'avaient pas besoin d'être convaincus. Ils avaient besoin d'options. Je suis devenu leur option. Chaque mouvement que je faisais était calculé. Chaque email archivé, chaque appel enregistré. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était un piège d'entreprise. Et l'appât. La propre arrogance de Denis. J'avais les dossiers. J'avais les outils. Tout ce dont j'avais besoin maintenant, c'était qu'il continue d'être lui-même, ce qui, selon le premier rapport de Victor, ne serait pas un problème. Il transfère de petites sommes d'argent dans un portefeuille crypto au nom de sa copine. Victor a dit, en m'envoyant une capture d'écran de Denis torse nu dans un bar sur le toit avec une femme moitié moins âgée et une légende qui disait « Mon ride or die avec des ailes ». Bisous #retraite anticipée.
La femme n'était pas Margaret. Un autre fil à tirer. Une autre fissure qui se forme dans la coquille du petit empire de Denny. Le meilleur, c'est qu'il n'avait toujours pas répondu aux appels d'Archer. Ne réalisez pas que quelque chose avait changé. Ne réalisez pas que j'étais devenu l'homme derrière le rideau. Et quand je déciderai de sortir de derrière, il souhaiterait que je sois resté silencieux. Denny a claqué la porte de son bureau si fort que la vitre a tremblé. Margaret était en train de siroter une boue verte hors de prix quand elle a sursauté, manquant d'en renverser sur la chaise en cuir blanc qu'elle avait insisté pour qu'ils apportent de son ancienne vie. 3 comptes grognèrent Denny. Disparu comme ça. Pas d'appel, pas de réunion, pas de putain d'avertissement. Elle cligna des yeux, jouant à l'idiote. Qu'est-ce que tu veux dire par disparu? Je veux dire que Black Hawk Frégate, Dan Pepper et Mariage Électronique viennent de résilier respectueusement leur contrat. Tu sais ce qu'ils ont en commun? Margaret hésita, puis secoua lentement la tête. Ils travaillent maintenant avec Archer Group. Archer? Ce fossile d'entreprise que je croyais avoir laissé derrière nous dans la poussière. Ils n'ont pas pu livrer une carte de Noël à temps l'année dernière, et présentement, ils sont soudainement en train d'engloutir mes clients. Il fit les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage, la sueur tirant sur le col de sa chemise de marque boutonnée. Margaret se tenait tranquillement, posant le jus vert d'une main tremblante, jetant un coup d'œil à son téléphone. Toujours rien. Pas d'appel manqué, pas de SMS, pas de message vocal. Harold n'avait pas appelé. Pas depuis le jour où elle était partie. Pas même une remarque mesquine, pas de tirade colérique. Non, je te l'avais dit. Juste du silence. Un silence froid et exaspérant. Et présentement, il était le seul homme qui ne parlait pas de Denny dans son dos. Tu penses que c'est du sabotage? Demanda-t-elle, essayant de garder un ton neutre. Denny se tourna vers elle comme si elle venait d'avouer avoir incendié le bureau. Bien sûr que c'est du sabotage. Quelqu'un joue aux échecs. Et je commence à penser que j'ai été mis en échec sans même m'en rendre compte. Il desserra sa cravate et la jeta sur le sol comme si elle lui devait de l'argent. Tu penses qu'Archer a un nouvel investisseur? Demanda-t-elle prudemment. Denny fit une pause. Ils doivent en avoir un. Dan Archer est une relique. Ce type ne pourrait pas obtenir un financement pour un sandwich, encore moins une acquisition multi-client. Margaret força un rire. Tu as toujours dit que Dan était le genre à vendre son âme si cela signifiait sauver son entreprise. Il la regarda fixement et qui diable l'achèterait? Cette marque est morte. Elle ne répondit pas parce que son cerveau travaillait à plein régime et que les pièces se mettaient en place d'une manière qu'elle n'aimait pas. Le silence abrupt. Les amis qui avaient commencé à contacter Harold, pas elle. Le copain de golf qui lui avait demandé lors du brunch, alors, sur quoi travaille Harold? Ces jours-là. J'ai entendu dire qu'il était de retour dans le jeu. Elle avait ri de ça à l'époque. Mais maintenant, ce n'était plus drôle. Denny était assis derrière son bureau, tapant frénétiquement sur son clavier, essayant de déterrer quoi que ce soit sur la nouvelle propriété d'Archer. Mais le nom de Harold n'apparaissait nulle part. La transaction était passée par une société holding. Tous les points étaient reliés, juste invisibles pour les gens qui ne prenaient jamais la peine de regarder sous la surface. Margaret rouvrit ses messages, fit défiler. Toujours rien. Elle rédigea un brouillon. Salut, je me demandais juste comment tu allais. J'espère que tu vas bien. Elle hésita à envoyer, puis supprima. Elle n'allait pas supplier. Pas encore. Denny se leva brusquement. Je convoque une réunion du conseil d'administration. Si on ne stoppe pas cette dégringolade présentement, ils vont commencer à demander qui est à la barre. Alors qu'il sortait en trombe, Margaret se dirigea vers la baie vitrée. Le centre-ville bougeait comme d'habitude. Vite et différemment. Bruyamment. Elle regarda en bas, les bras croisés, tapotant du doigt sur son avant-bras. Si c'était Harold, pourquoi ne s'était-il pas réjoui? Pourquoi n'avait-il même pas sourcillé? Parce que ce n'était peut-être pas une question de rage. Sûrement que c'était quelque chose de pire. L'indifférence. Une indifférence réelle et aiguisée. Et ça lui faisait plus peur que n'importe quelle accusation hurlée. Parce que si Harold était vraiment passé à autre chose, il n'essaierait pas de gagner. Il essaierait de mettre fin à tout. Vendredi, 15h42.
Denny était au 14 trou avec 2 membres du conseil d'administration et un parasite du capital risque nommé Brad quand son téléphone vibra comme s'il essayait de sortir de sa poche. Il l'ignora la première fois, la deuxième, mais la troisième fois, lorsque l'écran s'illumina avec le nom de Martin R. Farr, il s'excusa en plein swing et faillit laisser tomber son driver dans un bunker. « Parle-moi, aboya-t-il, arpentant le terrain en direction de la voiturette de golf. La voix de Martin était tendue, d'une douceur professionnelle avec une dureté sous-jacente. « Denny, nous avons accepté une offre. » Denny cligna des yeux. « Quelle offre ? » ?»« Un rachat. »« De quoi diable parles-tu ? » ?»« Nous ne sommes pas à vendre. »« Nous le sommes maintenant, dit Martin d'un ton neutre. Elle est arrivée il y a 3 jours. Intérêt discret. Le conseil d'administration a approuvé à 6 voix contre 2. Vous ne m'avez même pas mis au courant. On nous a conseillé de ne pas le faire. L'acheteur a insisté sur la discrétion. Denny serra le bord de la voiturette comme il aurait pu l'étrangler. Tu es en train de me dire que j'ai perdu ma compagnie sur un back nine ? Non. Vous l'avez perdu il y a des mois, lorsque le bilan a commencé à saigner et Karcher a pris 2 de nos plus gros clients. Denny ouvrit la bouche, mais Martin continua, vous resterez dans un rôle de conseiller de transition pendant 6 mois. Les indemnités de départ sont généreuses. C'est tout ce que je suis autorisé à dire. La ligne se coupa. Il resta là, clignant des yeux sur l'horizon soigné, le ciel bleu devenant tranchant et inhospitalier. Un acheteur discret. Son cerveau s'emballa. Il appela Margaret. Elle ne répondit pas. Dimanche soir, après 6 appels sans réponse et un regard fixe et absent après 2 bourbons, il reçut enfin une réponse. Pas d'elle, d'un coursier. Un homme en veste bleu marine lui tendit un dossier scellé portant l'inscription au paquet de bienvenue, transition de direction. À l'intérieur, un nouvel organigramme, un ordre du jour de la réunion pour lundi, 9 heures précises, et une note signée par le nouveau directeur général, Harold Simmons. Denny laissa tomber le verre. Le bourbon frappa le parquet au ralenti. Lundi, 8h53. Harold était déjà là, les pieds sur le bureau, la chaise inclinée, le costume impeccable, calme comme s'il était né dans ce bureau. Il était arrivé 30 minutes en avance, avait contourné la sécurité, qui avait reçu de nouveaux protocoles vendredi soir, et s'était laissé entrer en utilisant la carte d'accès fraîchement reprogrammée. Denny entra en trombe, les yeux rougis et moites. « T'as quoi » demanda-t-il comme s'il s'était étranglé avec elle en entrant. Harold ne leva pas les yeux immédiatement, termina juste de taper un courriel. Puis, sans se lever, il pivota lentement vers lui. « Eh bien, dit Harold, la voix douce comme de la soie sur de l'acier. On dirait que tu as vu un fantôme. » Denny cligna des yeux. « Tu devrais t'asseoir. Ça va être une longue semaine. Tu as acheté ma compagnie ? » Non, j'ai acheté Archer. Ensuite, j'ai racheté la société holding qui détient votre dette. Ensuite, j'ai acheté votre compagnie. Tu n'as pas ce genre d'argent, n'est-ce pas ? Mais j'ai le genre de crédit que les banques accordent aux vieux hommes ennuyeux avec des antécédents impeccables et une longue patience. Denny s'avança, les narines frémissantes. Tu crois que tu peux juste entrer ici et m'humilier ? Harold se leva lentement et calmement comme un homme déballant un cadeau. Je ne suis pas là pour t'humilier, Denny. Cela impliquerait que j'essaie de prouver quelque chose. J'ai déjà gagné. Il fit un geste vers le bureau, l'immeuble. Ce n'est qu'un nettoyage. Les lèvres de Denny tressaillirent. Je vais me battre. Tu l'as déjà fait. C'est pourquoi le conseil d'administration t'a remplacé. Espèce de fils de... Harold leva une main. Ah, attention. Les politiques RH ont changé. Pas de cris, pas de menaces. Tu trouveras tes nouvelles responsabilités décrites dans le dossier de transition. Oh, et ton assistante me rend maintenant des comptes. Denny le regarda comme un homme réalisant que la balle l'avait déjà touché il y a 10 minutes, et qu'il n'avait juste pas encore saigné. Puis Harold se rassit. Au revoir. Ferme la porte en sortant. Le piège ne s'était pas seulement refermé. Il avait redécoré la pièce. Margaret fit irruption dans le bureau comme une avocate dans un feuilleton. Les cheveux ébouriffés, les talons claquant comme des coups de feu sur le marbre. Elle ne frappa même pas, elle se contenta de bousculer la réceptionniste stupéfaite et se précipita directement dans la suite de direction. Qu'est-ce qui se passe ici ?
Sa voix traversa la pièce comme un fouet craqué, coupant en deux la réunion matinale. Un jeune cadre laissa tomber son stylo. Quelqu'un essaya d'avoir l'air occupé. Denny tressaillit. Harold ne leva même pas les yeux. Elle fit 3 pas rapides vers le bureau. Son bureau maintenant, les yeux fixés sur Harold comme s'il avait gâché son mariage et mis le feu au gâteau. « Tu n'allais pas me le dire » exigea-t-elle. Harold continua à taper. « Tu m'as laissé entrer ici comme une idiote. Tu m'as laissé faire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Harold ?» Finalement, il appuya sur renvoyer, ferma son ordinateur portable et leva les yeux avec le genre d'expression habituellement réservé aux directeurs de pompes funèbres et aux chirurgiens. « Bonjour, Margaret. » Son souffle se coupa. C'était le ton, trop calme, trop indifférent, qui lui faisait plus peur que les cris. Elle se tourna vers Denny. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Denny, transpirant à travers son col, ne répondit pas. Il était déjà à moitié revenu à sa chaise, agrippant un dossier en cuir comme s'il pouvait faire pousser des ailes et le sauver. Harold se leva, ajusta ses manchettes et se tourna vers Denny avec une élégance lente et calculée. « Tu es soulagé. » Silence. Un silence atroce. Quelqu'un toussa dans le couloir. Denny ouvrit la bouche, probablement pour s'opposer, supplier ou bluffer, mais Harold s'était déjà tourné vers Margaret. « N'avez-vous pas dit que j'étais ennuyeux ?» La pièce bascula. Le visage de Margaret pâlit. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Harold s'avança juste assez près pour que sa voix baisse. « Le fait est, dit-il doucement, que les hommes ennuyeux ont du temps. De la patience, des antécédents impeccables, de longs historiques de crédit. Nous ne nous écrasons pas rapidement, mais quand nous bougeons, il laissa la phrase en suspens. Nous ne manquons pas notre cible. » Elle le regarda comme si elle ne reconnaissait pas l'homme en face d'elle parce qu'elle ne le reconnaissait pas. Pas vraiment. Elle n'avait jamais pris la peine de regarder au-delà des pinces à barbecue et des coupons de quincaillerie. Et maintenant, devant elle, se tenait la version de Harold qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir exister. La version qu'elle avait réveillée en piétinant sa fierté avec ses mêmes talons. « Tu as acheté sa compagnie » murmura-t-elle, la voix brisée. « J'ai acheté la dette, puis la compagnie, puis son calendrier. Donc, oui, techniquement, je possède son temps maintenant. Tu as fait ça pour me blesser. » Harold inclina la tête. « Je ne vous ai pas fait ça. Vous étiez juste trop près quand le marteau est tombé. » Denny s'affaissa dans le coin, vaincu et se ratatinant. Margaret regarda autour d'elle, cherchant quelqu'un pour valider son indignation, mais personne ne bougea. Personne ne parla. Même la réceptionniste se tenait près de la porte, les bras croisés, regardant comme si elle était au premier rang d'une exécution privée. La voix de Margaret s'éleva de nouveau, plus ténue cette fois. « Tu aurais pu juste me parler. » On aurait pu. Harold la coupa avec un sourire discret. « Tu as parlé. Tu te souviens du petit déjeuner quand tu as dit que tu emménageais avec un homme qui te faisait te sentir vivant ?» Elle grimaça. Il se pencha légèrement. « Ça se passe comment ?» Elle cligna des yeux, des larmes furieuses accrochées à ses cils, la mâchoire serrée comme si elle voulait hurler, mais avait perdu le script. « Je suggère, » dit Harold calmement, se retournant vers le bureau, « que vous passiez tous les deux le reste de la journée à réfléchir. » Il s'assit. Margaret ne bougea pas, Denny ne dit rien. Dehors, le bureau reprit son bourdonnement tranquille. À l'intérieur, 2 personnes réalisèrent qu'elles venaient d'être exilées en temps réel. L'une par un homme qu'elles avaient sous-estimé et l'autre par un homme qu'elles pensaient disparu depuis longtemps. Harold ne se retourna pas pendant qu'il partait. Il n'en avait pas besoin. La porte se referma derrière eux comme une porte d'acier claquant. Mercredi, le bourdonnement du bureau s'était métastasé en légende pure. « Vous avez entendu ce qu'il a vraiment dit à Denny ? J'ai entendu dire qu'il n'avait pas élevé la voix une seule fois. » Margaret. Elle était blanche comme une feuille de papier. Personne n'osait rien dire directement à Harold. Il se contentait d'acquiescer plus vite dans les couloirs et de vider les salles de conférence 5 minutes plus tôt quand il était prévu qu'il y entre. Mais derrière les portes, c'était un feu de forêt. Les filles Slack s'illuminaient de cadeaux de pièces d'échecs qui tombaient. Un groupe de discussion intitulé « Le coup de balai de Simon » se gonfla discrètement jusqu'à 38 membres. Denny fut officiellement mis sur liste noire, non seulement de sa propre entreprise, mais dans tout le réseau régional.
La nouvelle se répandit plus vite que son eau de Cologne bon marché. Les clients avec lesquels il jouait autrefois au golf réévaluaient leurs relations. 2 cabinets de conseil retirèrent leur nom des propositions. Sa bannière LinkedIn disait toujours stratège visionnaire en logistique. Les commentaires en dessous allaient maintenant de tournants intéressants à offrez-vous toujours des remboursements sur la vision et Margaret? Eh bien, Margaret devint un murmure. Cela commença petit, un regard de côté dans l'ascenseur, une pause à l'imprimante. Puis vint le rire. Jamais dirigé directement vers elle, mais toujours juste assez fort pour atteindre sa cible. Elle essaya de garder la tête haute, bien sûr. Essaya de faire comme si rien n'avait changé, mais son énergie était complètement fausse présentement. Tendue, répétée, comme quelqu'un tenant un plateau plein de verreries, marchant sur un sol auquel elle ne pouvait pas faire confiance. Jeudi, elle approcha l'assistante de Harold avec un dossier et une demande de seulement 5 minutes. « J'ai bien peur qu'il ne soit pas disponible », répondit l'assistante sans même lever les yeux indéfiniment. Vendredi, Margaret appelait puis envoyait des SMS. « On peut se parler ? » Juste un instant. Je ne savais pas que Denny était. Tu as prouvé ton point. Tu as gagné. Alors, qu'est-ce qui se passe présentement? Harold, s'il te plaît. On a partagé presque 3 décennies. Tu ne peux pas juste. Il ne la bloqua pas. Cela aurait été de la pitié. Au lieu de cela, il lut chaque message et laissa traîner. Distribué, vu ignoré, laissant les coches bleues brûler comme un acide lent. À 2h13 du matin samedi, elle appela 12 fois de suite. À ce moment-là, elle avait bu assez de vin pour se convaincre qu'elle pouvait sauver une certaine dignité. Harold, sanglota-t-elle dans sa messagerie vocale. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas si froid. Tu étais un homme bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne répondit pas. Non pas parce qu'il n'avait pas de mots, mais parce que sa voix n'était plus une convocation. C'était un bruit de fond. Dimanche matin, elle laissa son 6e message vocal. Celui-ci était plus calme, presque apologique. J'avais tort sur tout à ce sujet sur toi. Je ne reconnais même plus Denny. Je ne sais pas ce que je poursuivais. Elle fit une pause. Tu ne réponds pas, mais je sais que tu écoutes. Et elle avait raison. Harold était assis dans sa cuisine en sirotant du café noir tandis que sa voix s'échappait du haut-parleur comme une confession. Mais son expression ne changea pas. Il ne sourit pas. Ne fronce pas les sourcils parce que ce n'était plus un jeu à gagner. C'était une purge. Une brûlure contrôlée. Laissez-la spiraler. Laissez Denny pourrir. Laissez-les tous les deux s'asseoir dans les cendres qu'ils ont créées. Harold avait récupéré le calme, et il n'était pas prêt à y renoncer pour qui que ce soit. Dimanche commença comme toujours, calme, lent, délibéré. La lumière traversa les stores et forma des rayures sur le bois franc, et l'air sentait le café fraîchement moulu et le matin de printemps. Harold se tenait pieds nus dans la cuisine, une tasse à la main, regardant l'arroseur du voisin crachoter comme s'il se battait contre la volonté de prendre sa retraite. La pièce était presque obscène. Puis son téléphone explosa, pas un digne, pas un gazouillis, un bourdonnement, une longue vibration soutenue comme si la maudite chose essayait d'échapper au comptoir. Harold jeta un coup d'œil à l'écran. 185 appels manqués. Il haussa un sourcil. Aucune émotion, aucun choc, juste la satisfaction tranquille d'un homme qui soupçonnait déjà que le barrage avait craqué et qui avait maintenant le plaisir de le voir s'effondrer. Il décrocha le téléphone avec la même grâce qu'il avait utilisée pour allumer un interrupteur et fit défiler Margaret. Margaret inconnue. Denny. Numéro privé. Margaret. Messagerie vocale. X37. Il toucha le premier. La voix de Denny craqua comme celle d'un homme dont le yacht venait de prendre feu sans assurance. Harold, écoute, je sais qu'on a eu nos problèmes, mais c'est nucléaire. Tu as prouvé ton point, d'accord? Tu as eu l'entreprise. Félicitations. Alors, est-ce qu'on peut juste se mettre à table? Je peux offrir des parts. On peut reconstruire. Rappelle-moi, mec. Harold sirota son café. Suivant, Harold, je pense qu'il y a une sorte de malentendu. Ces contrats, cette clause de résiliation. Je ne me souviens même pas en avoir signé certains. Qui diable est Marissa Calomel? Pourquoi est-elle en copie sur les notes internes du conseil d'administration? Suivant.
Déni encore. Sa voix s'effiloche. Il gèle mes actifs. Harold, s'il te plaît. J'ai 2 hypothèques, un leasing sur la benne, et ma copine vient de me quitter. Elle a pris mon chien, mec. Harold gloussa en entendant ça. Elle a pris mon chien, mec. Message vocal suivant. Margaret cette fois. Harold, c'est encore moi. Je voulais juste dire que j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on a eu, à ce que j'ai jeté. J'étais égoïste. J'ai laissé Déni combler un vide qui n'était même pas ta faute. Je suis désolé. Une autre gorgée. Calme. Tu as toujours été si stable. J'avais l'habitude de le dire comme si c'était un défaut, mais maintenant, mon Dieu, ça me manque. Tu me manques. Nous manquons. Rappelle-moi, s'il te plaît. Même si c'est juste pour me crier dessus. Elle fit une pause. Je le mérite. Suivant. Margaret encore. Je t'ai vu dans le segment des entreprises locales. L'assassin silencieux. C'est ce que l'animateur t'a appelé. Je ne savais pas que tu avais ça en toi. Elle expira. Mon Dieu, je ne t'ai jamais connu du tout. N'est-ce pas? Un autre message, puis un autre. Certains pleurent, certains silencent, un de Déni qui haletait juste dans le téléphone comme s'il avait couru dans une porte verrouillée. Harold posa le téléphone, laissa le dernier message vocal jouer dans l'air et se dissoudre comme de la fumée. Puis, il le ramassa. Ouvrit le contact de Margaret, fit une pause d'une demi-seconde, puis toucha à bloquer l'appelant, fit de même pour Déni, puis supprima les 2 fils, SMS, messages vocaux, toute l'archive triée. Il fixa la fenêtre de la cuisine. L'arroseur du voisin réduit maintenant à une brume crachotant. Un cardinal atterrit sur le rebord. Le chat ronronna sur la chaise. Quelque part dans la rue, une tondeuse à gazon se remit en marche. Harold termina son café. Pas triomphant, pas jubilant, juste fini.